Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue encore une fois à Fenêtre sur le Cosmos. Bienvenue Claude. Bonjour Patrick. Alors maintenant, nous parlons des caméras, des appareils photo numériques, parce que dans la précédente émission, on a parlé des cellulaires, la beauté de prendre des images. Mais maintenant, si on va aller un petit peu plus loin, pour les plus, mettons, ceux et celles qui ont la piqûre, grâce à notre émission précédente, maintenant, on va s'intéresser sur le choix des caméras. Exactement. Les caméras qu'on appelle APN, les appareils photo numériques. Ouais. Ou en anglais, on dit les DSLR, en tout cas. Donc, le choix sur lequel je me suis attardé, c'est la Canon 650D. Dans le fond, c'est mon appareil que j'ai acquis, ça fait pas très, très longtemps. Et si on regarde un peu les caractéristiques du Canon 650D, le temps d'exposition, lui, peut aller de 0.001 seconde à 30 secondes. Alors, tu sais, c'est un appareil standard là, que monsieur, madame, tout le monde peut acquérir. Et lui aussi, il faut qu'il y ait un mode manuel. Alors ça, c'est bien important. Et qu'il faut qu'on soit capable de le mettre à la fonction BULB, bulb. Et ça te permet de faire des photos jusqu'à l'infini. Tu n'as pas de limite de temps. Okay. Et aussi, il faut que tu aies la possibilité d'y mettre un intervallomètre. Bon, c'est quoi ça, un intervallomètre? Intervallomètre. Ça permet de prendre des photos à intervalles réguliers. Après ça, naturellement, encore ici, là, il faut que ton appareil soit capable de prendre des images en mode natif. C'est ça, résolution native, oui. Qu'il n'y a pas de compression. Il n'y a pas de compression. Oui. Et c'est ça qui va te donner la plus belle qualité d'image. Alors, tu pourras le faire en JPEG ou en d'autres choses, mais la qualité... c'est compressé, c'est ça. C'est compressé. Oui. Tes étoiles, quand tu vas faire un zoom là, sur ton image, tes étoiles ne seront pas rondes, là, ils vont être difformes. Et aussi, ce type d'appareil-là te permet d'interchanger les objectifs. Après ça, il y a très grande sensibilité à la lumière, ISO. Hein. On peut avoir des ISO jusqu'à facilement 12 800 dans cet appareil-là. Et tu as d'autres appareils qui vont aller jusqu'à 25 600. Alors, c'est quand même beaucoup. Très sensible. Mais il faut faire attention. Hein, l'ISO, il ne faut pas pousser ça nécessairement au maximum. Après ça, il faut que tu aies un mode de focus manuel, hein, parce qu'aujourd'hui, ça vient tout avec des focus automatiques. Alors, il faut que tu enlèves l'option focus automatique. Mm-hmm. Et aussi, le rapport focal, hein, il faut que ce soit le plus ouvert possible. Alors, dans les appareils photo numériques, ça peut aller de F, qu'on appelle 1.4. Alors ça veut dire que c'est des optiques qui sont extrêmement lumineuses. Okay. Et tu peux avoir des optiques à F4 ou F5.6. Alors ça veut dire que ça ne laisse pas passer beaucoup de lumière. Ça veut dire que le diamètre, probablement, est plus petit. Alors, la première technique qu'on voit, c'est qu'on peut utiliser le Canon exactement comme on a utilisé le cellulaire tantôt, mais en respectant la règle du 500. Sauf que si on grossit sur un objet céleste, là, ça la règle du 500 elle vient de changer. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention lorsqu'on manipule ça. Là. Maintenant, on parle de la règle du 500, la fameuse règle du 500. Comment ça marche? C'est quoi cette règle du 500? Oui. C'est très simple, la règle du 500. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre la longueur focale de notre lentille. Et donc, si j'ai un objectif de 50 mm et que la règle du 500 dit qu'il faut que tu prennes le 500, tu divises ça par la longueur focale que tu es en train de photographier. Mm-hmm. Et ça va te donner combien? 10. Alors, c'est 10 secondes. Ça veut dire que, théoriquement, tu ne devras pas dépasser 10 secondes avec une lentille à 50 mm. Pour avoir ton image bien claire. Là. Pour avoir une image sur un trépied fixe. OK. C'est sûr qu'avec mon 250 mm ici, ça veut dire que j'ai 2 secondes d'exposition. Alors, quelle photo qu'on peut faire avec ce système-là? Alors, ici, on l'a vu un peu. On peut facilement photographier la grande casserole. Bon. On peut photographier le ciel, dans le fond, avec la Lune. On voit la Lune juste en plein centre, au-dessus des arbres. Là, un petit croissant. Là. Ouais. Et on voit un beau ciel bleu. Le ciel s'apprêtait justement à se coucher. Et aussi, on peut faire des time-lapse. La même chose qu'on a fait dans l'émission précédente avec les cellulaires, eh bien, on peut faire un time-lapse. Ben oui. Et on peut montrer à peu près ce qu'on veut.
Maintenant, est-ce que c'est possible de prendre des temps de pause plus longues grâce à cette règle? Ben oui, c'est possible. Mais à ce moment-là, il va falloir qu'on ait un système qui suive le mouvement de rotation de la Terre. Compenser la rotation de la Terre. Ben oui, c'est ça. là. On l'a vu dans le time-lapse, hein? L'horizon est fixe, mais on voit que le ciel se déplace. En fait, on le sait tous, que c'est pas le ciel qui bouge, mais c'est nous autres qui tournent. À cause de la Terre qui tourne. C'est ça. Oui. Donc, comme tu l'as bien dit, il faut compenser ce mouvement-là. Alors ici, on va avoir deux choix possibles. Soit on s'achète un télescope motorisé qui va nous coûter plusieurs milliers de dollars, hein, parce qu'il faut le dire, il ne faut pas s'en cacher, là. Ben oui. C'est pas donné, là. Alors, un télescope pour suivre les étoiles, ben ça va coûter très, très cher. Ou encore, on va essayer de se trouver un système abordable, parce que là, il ne faut pas oublier l'objectif qu'on poursuit depuis le tout début, c'est l'astrophotographie pour monsieur, madame, tout le monde. Tout à fait. Alors, il faut leur montrer que c'est accessible pour tout le monde. Alors, il y a un système qu'on appelle un Star Tracker ou un guideur d'étoiles. Puis on a ça au planétarium, ça. Ben oui. Et ça va permettre de suivre les étoiles avec autant notre cellulaire que notre APN. Qu'est-ce que ça donne de suivre les étoiles? Bien, on l'a vu un petit peu tantôt. Hein, quand on peut accumuler des photos, et ça veut dire qu'on peut prendre des prises d'images plus longues. Hein? Au lieu de prendre 10 secondes, eh bien, on va pouvoir prendre des 60 secondes, des 120 secondes. OK, pour éviter les traînées, finalement, là, c'est ça? Pour éviter les traînées, c'est ça. OK. Parce qu'on le sait, ici, justement, j'ai une photo de la galaxie Andromède, Messier 31. C'est une pause de 60 secondes. On l'a vu. Puis elle, j'avais le téléobjectif de 250 mm. Alors, c'est une photo de 2 secondes pour ne pas avoir une traînée. Et on peut voir ici qu'il n'y a aucune traînée. Il y a une traînée là, qui est dans l'image, qui part d'en haut à droite, s'en va vers le bas. Mais ça, c'est un satellite. Et voici la même image, bien, le même objet. Mais empilé, là, comme on a vu tant. Avec, c'est ça, un empilement là, de 30 pauses de 60 secondes. Ce qu'on fait là, c'est que vous ne verrez jamais ça dans un télescope. Aussi beau que ça, là, c'est impossible. Alors, on va voir les Sky Trackers. C'est ce qu'on a dit tantôt là, pour guider. Alors, on va voir ici différents modèles. Et on peut voir justement, les différents modèles. Si on regarde juste le prix ici, dans la colonne de droite complètement. Il y a différents prix, c'est ça. On s'aperçoit, le Ioptron. Après ça, on a le MSM Move Shoot Move, là, Rotator, qui appelle à 200 quelques piastres. Après ça, on a le Skywatcher Star Adventure. Tu as toutes sortes de prix, là, de 200 à 500-600 piastres. Puis ça, c'est en argent américain, là. Oh, OK. Alors, il faut rajouter un tiers quasiment de plus pour l'argent canadien. Bien, c'est quand même pas très, très dispendieux par rapport à un télescope qui vaut, mettons, 2 000, 3 000, 4 000 $. Exactement, c'est ça. Alors, nous, là, le modèle qu'on a retenu, c'est le modèle le moins cher. Et c'est lui qu'on appelle le Move Shoot Move. Alors, c'est une monture qui est motorisée de précision moyenne et peu dispendieuse. Hein. Elle était, je pense, à 200 américains. Et le système inclut batterie, parce que la batterie était incluse dans le boîtier. Ça vient avec un pointeur polaire. Hein? Un pointeur polaire, ça sert à quoi? On va le voir tantôt. C'est pour s'aligner sur l'étoile polaire. Puis les pointeurs polaires, on en a deux sortes, soit avec laser ou soit avec un petit télescope. Et la charge utile, c'est 3 kilos. Alors, 3 kilos, environ 6,5 livres. Alors, on voit que tu ne peux pas mettre grand-chose de très pesant. Ça devrait avoir une autonomie de 5 heures. Et c'est très léger, c'est moins de 0,5 kg. Ah, c'est bien. Oui. Et ça peut te permettre, dépendamment de l'objectif que tu mets sur ta caméra, ça peut te permettre de faire des temps d'exposition jusqu'à 2 minutes. Et c'est lui qui est le moins dispendieux. Et il coûte environ, je dirais, 300 $ canadiens. Tantôt, c'est en américain, là. Et vois-tu, ici, justement, on a un exemple de ce que ça peut faire. Ça peut faire un panorama
360 degrés. Alors ça, tu l'installes, puis tu pèses sur les bons pitons, puis il va se mettre à tourner, tu y touches pas. Là. Il va prendre... C'est automatique. C'est lui qui va actionner la caméra pour prendre ses propres photos. Ici, on peut voir justement une image du dispositif de menu sur le Move Shoot Move. Alors, il y a juste 2 pitons, un à gauche, un à droite, puis là, ben c'est ça. Il faut que tu choisisses si tu es dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Parce que, je veux dire, ça marche dans les 2 hémisphères, cette histoire-là. Et ici, justement, à gauche, on voit le petit chercheur polaire, on voit la lentille, le bout de la lentille. Hein? Et à droite, eh bien, on voit ce qu'on voit dans le chercheur polaire. Et là, on voit la grande casserole, on voit Cassiopée, et aussi, on voit des constellations qu'on ne connaît pas. Et bien, ça, c'est des constellations pour l'hémisphère sud. Et là, ce qu'il faut faire avec ça, c'est que les étoiles de la grande casserole, eh bien, il faut les ajuster pour qu'ils soient aux mêmes endroits que dans le réticule de notre chercheur polaire. OK. Alors, quand on a tout aligné ça ensemble, ça veut dire qu'on est parfaitement sur l'étoile polaire. Et aussi, un autre point très important, c'est que la première chose que tu fais en installant ton trépied, c'est qu'il faut que tu fasses la mise au niveau. Alors ici, on a collé un niveau sur le trépied et des niveaux quand même relativement précis là, pour faire ça. Et ça, c'est la fin de la première étape. Deuxième étape, trouver notre objet dans le ciel. Alors, comment être certain que notre image contient l'objet convoité? Alors, tantôt, on se disait qu'on aurait voulu, mettons, photographier Messier 31. Eh bien, le seul moyen qu'on peut être certain de prendre une photo, mais encore là, si on est à côté, on risque de perdre du temps à essayer de trouver notre objet, tu sais. OK. Parce que, tu sais, aligner la caméra, là, tu sais, OK, là, je m'enligne, la M31, je sais où est-ce qu'elle est visuellement, mais là, qu'est-ce qui me dit que lui, il est dans le bon dessus? champ de vision, c'est ça, là. Parce qu'on pense qu'on est dessus. Mais dans le ciel, là, quand tu zoomes, là, ton ciel, le champ dans le ciel, il diminue. Ben oui. Là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que c'est un truc que j'ai vu à un moment donné sur Internet, puis je l'ai essayé. On va utiliser un chercheur laser qu'on va installer sur la caméra. Et en sachant où est l'objet dans le ciel, bien, il faut quand même connaître sa localisation, là. Eh bien, à ce moment-là, tu vas orienter ta caméra et avec le laser, lui, il va monter. Et quand tu vas voir que ton laser pointe pas mal à l'endroit où tu sais que ton objet est, et ça nous permet justement d'avoir une précision incroyable. Alors, on peut voir justement ici, hein, regarde-moi ça, là, je faisais un test. OK. Et on peut voir, j'ai photographié, ça c'était Arcturus au printemps, et j'ai essayé le laser, et le laser est en plein dessus, là. La planète Mars en 45 jours. Il serait possible d'atteindre la planète rouge grâce à une nouvelle technologie de propulsion nommée nucléaire bimodal. La NASA cherche un moyen plus efficace et suggère une technologie qui combine la propulsion nucléaire thermique et la propulsion nucléaire électrique et utiliserait un cycle de topping de rotor à ondes. Le concept a été sélectionné dans le cadre du programme Innovative Advanced Concept de la NASA pour 2023. La proposition du moteur bimodal ouvre des perspectives très intéressantes pour le voyage martien. Elle repose sur plusieurs ajouts à un moteur nucléaire thermique traditionnel. Une sorte de turbo-chargeur, dans l'idée similaire à ce qu'on retrouve dans des moteurs à combustion, permettrait de grandement augmenter l'impulsion spécifique du système. On pourrait ainsi conserver une forte poussée, mais avec une efficacité 5 fois supérieure à celle d'un moteur chimique. Avec toute la subtilité de ce moteur, Mars ne serait plus qu'à 45 jours de voyage, ce qui réduirait fortement certaines des difficultés de l'aventure. Reste à savoir si la NASA est prête à investir autant dans ce genre de projet. Alors, toujours dans la technique de prise de photo, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est la partie la plus touchée. Ah, la mise. Ben oui, le focus. Le focus, le fameux focus. Ben oui. Parce que si ton focus n'est pas bon, là, ben tout le reste, c'est pas bon. Ben oui, tu vas travailler toute la nuit pour rien. Là. Alors, il faut que tu aies un foyer le plus parfait possible. Il y a plusieurs façons de faire la mise au foyer.
La première, c'est avec un masque de Bahtinov. Alors, sur l'image ici, on voit deux espèces de petits cercles verts. Et tu en as même un petit noir, là, juste à côté du vert qui est en bas. Et ça, tu installes ça en avant de ton objectif. Et là, tu photographies, mettons, une étoile. Et dans l'image, en bas ici, tu vois focus, in focus, out focus. Eh bien, ça te montre ce que tu devrais apercevoir dans ton image si tu n'es pas au foyer. OK. Et si tu es au foyer, c'est l'image du milieu que tu devrais avoir. Mais la technique que moi j'utilise et que je préconise quand les caméras ont cette option-là, c'est d'utiliser ce qu'ils appellent le live view, la vision directe. OK. Alors ça veut dire que tu as un piton spécial, OK, sur ton petit écran que tu as sur ton appareil photo numérique, là. Tu payes sur le piton et ça te fait apparaître le ciel. Ça te fait apparaître les étoiles. Là, c'est sûr que faut que tu prennes les étoiles, elles sont quand même assez brillantes. Là. Ça, c'est que, mettons, je suis en train de regarder dans mon live view, puis là, je vois, mes étoiles, ils sont grosses, là. Hein? Puis bon, je suis assez habitué pour savoir que ça, c'est pas bon, là, c'est pas au foyer. Alors là, maintenant, si j'atteins ce niveau-là de grosseur d'étoile, alors quand je tourne ma mise au point, OK. je vois mes étoiles qui grossissent, puis qui rapetissent, qui grossissent, qui rapetissent. Alors, quand c'est gros, c'est pas au foyer. Et là, tu joues avec ton focus jusqu'à temps que tu arrives à avoir la plus petite étoile possible. Et bon. Là, tu es certain que c'est bon. OK. Est-ce qu'on peut résumer concernant l'ajustement de la caméra? Bien, c'est ça. On va revoir des choses qu'on a vues tantôt à l'autre émission sur le cellulaire. Alors, il faut se mettre en mode manuel, première chose. OK. Après ça, il faut ajuster le ISO. La sensibilité, là. Sensibilité. Ouais. OK. Puis il faut essayer de trouver pour nous autres, pour notre caméra, lequel des ISO est le plus adapté pour ce qu'on fait. Hein? Bien, c'est la pratique qui va nous le donner. OK. Après ça, il faut ajuster la focale et le rapport focal. Alors, ça veut dire que si je veux photographier, mettons, M31 à 250 mm, c'est le plus gros que je peux aller. Alors, j'ajuste tout ça comme il faut et je m'assure, par contre, que mon ouverture est ouverte au maximum. Parce que mon rapport focal, si je le mets à F22, ben il n'y aura pas beaucoup de lumière qui va rentrer. Ça. Si je le mets à son ouverture la plus grande, qui est peut-être F5.6, quelque chose comme ça, ou peut-être un petit peu plus, parce qu'à 250 mm, là, ça va monter, eh bien, là, à ce moment-là, je m'assure d'avoir le maximum de lumière. Après ça, ben, il faut que j'ajuste mon format en mode natif, là, RAW, comme on dit. Ajuster la balance des blancs. Alors, régler sur une image prise au soleil. Alors, ça veut dire qu'on se met dans le 5300 Kelvin. Ça, c'est des réglages dans tes paramètres là, de caméra. Ah, OK. Et j'ai vu sur Internet à un moment donné qu'il y en a, eux autres, dépendamment de ce qu'ils vont photographier, s'ils sont dans un ciel pollué ou s'ils sont dans un ciel très noir, ils vont ajuster la balance des blancs différemment. Et quelque chose que j'oublie tout le temps d'installer, c'est l'intervallomètre. Ah. Alors ça veut dire, je m'en aperçois quand je viens de prendre ma photo, je dis, ah ben oui, c'est ça. Alors, un intervallomètre, c'est aussi pour prendre des photos pour éviter de peser sur la caméra. Alors, si... Oui, pour éviter les mouvements, là, c'est la vibration. Ici, pour prendre une photo, il faut que je pèse sur le dessus ici. OK. En pesant dessus, ben, je peux faire bouger la caméra. Ben oui. Et lui, ben, il va faire une petite traînée dans le ciel, puis c'est étonnant. Fait que, mais ça gâcherait probablement juste la première image et non pas les autres. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'avec l'intervallomètre, je peux prendre juste une image à la fois, là, et ça évite de toucher à l'appareil. Et en plus, moi, j'ai une fonction pour faire lever le miroir 3 secondes, et après ça, il prend la photo. Parce que le miroir aussi, quand il lève, là, ça peut amener une vibration dans la caméra. Ben oui. Et aussi, bien important, hein, d'avoir une lentille anti-buée, un pare-buée. Et là, ici, je ne l'ai pas, mais j'ai aussi une espèce de bidule que je peux mettre, que je peux entourer ici, qui va chauffer le pare-buée et qui va empêcher la buée de se former sur la lentille. OK. Parce que quand tu es en train de photographier comme ça dans le ciel, là, ben, l'humidité va tomber directement sur ta lentille. Puis si tu n'as rien pour la protéger, en dedans de 10-15 minutes, tu ne verras plus rien.
saviez-vous que le Planétarium de Saint-Félicien fait partie de l'Association des planétariums de langue française? Communément appelé APLF, cet organisme regroupe des planétariums répartis dans plusieurs régions du monde, dont un au Lac-Saint-Jean, au Québec. Le siège social de l'APLF est situé en France et la mission consiste à développer les planétariums afin de déployer les connaissances scientifiques auprès d'un large public tout en œuvrant en faveur de la culture artistique et de la francophonie. Depuis 2011, le Planétarium de Saint-Félicien fait partie de cette organisation au même titre que le Planétarium Rio Tinto de Montréal. Grâce à l'APLF, le Planétarium de Saint-Félicien collabore avec des scientifiques de l'Observatoire de Marseille, en France. Depuis cette association, le Planétarium de Saint-Félicien bénéficie de l'expertise de nos collaborateurs français et cela nous permet d'être à l'affût constant de nouveautés et des applications à la fine pointe pour nos présentations sous nos dômes. Régulièrement, nous assistons à des séances de formation avec des spécialistes européens pour améliorer nos contenus visuels et pédagogiques. Après ça, c'est un peu comme on parlait avec les cellulaires. Il y a le pré-traitement des images et le traitement des images. Bien, c'est ça, exactement. Puis le pré-traitement, bien, ça permet d'empiler plusieurs images. Hein, parce que le principe d'avoir un système qui va guider qui va compenser le mouvement de la Terre puis qui va guider sur les étoiles, c'est de prendre plusieurs images et de les empiler. Alors, ça permet d'empiler plusieurs images. On l'a vu tantôt. Même principe, à notre émission, là, on l'a vu, ça, cette image-là. Alors, ça veut dire qu'on prend 12 images, la même, et le logiciel va aligner toutes les étoiles parfaitement et va l'empiler, va les additionner ensemble. Et puis les logiciels, bien, il y en a une multitude de gratuits. Là, j'en mets ici 3, là, mais il y en a plus que ça. Il y a Deep Sky Stacker, il y a Cyril, qui est en français, et il y a Sequator, un excellent programme, vraiment un petit programme, mais il est super bien fait. OK. Justement, on peut le voir ici, justement. Alors là, il faut que tu rentres tes images, qu'appellent des images de brut, là. Mm-hmm. C'est des images que tu as prises, mettons, de 60 secondes. Là, fait que l'application ici, bien, ça permet des empiler. Là. Et ça va permettre des empiler. De l'empilage. Sequator, excellent programme, mais le meilleur que j'ai trouvé à date, c'est Cyril. Et lui, il fait du pré-traitement, mais il fait aussi un petit peu de traitement d'image. Ah. Alors, on va juste parler du pré-traitement, dans le fond, parce que c'est ça qui est important. Dans le pré-traitement, il va empiler tes images. Et c'est ça qu'il faut. Et après ça, il va même faire des corrections de calibration. Il y a des fonctions pour ça. C'est un logiciel quand même, c'est comme on disait, ça va prendre un petit cours, là. C'est sûr que de se faire coacher par un club d'astronomie, eh bien, ça va être bon. Ben oui. Ça va être bon pour vous aider à vous décoller. Ensuite, on va parler de traitement d'images empilé et calibré. Fait que là, on peut faire un résumé peut-être des applications. Là. Bien, c'est ça. Alors, comme on disait, le traitement d'images empilé et calibré, hein, ça, c'était le pré-traitement qu'on parlait. Oui. Alors, Cyril, lui, pour le traitement, bien, je viens de le dire, c'est moyen. Okay, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Sequator, c'est pas très efficace. Mais tu sais, dans le fond, Sequator, tu vas le prendre parce que lui, il va bien empiler les images. Puis c'est ça que tu veux. Oui. Après ça, tu as Photoshop, mais lui, c'est la crème, là, un peu. Là. Mais écoute, il coûte un bras, là. Après ça, tu as GIMP. GIMP, qui est gratuit, il fait à peu près tout ce que Photoshop fait. À peu de choses près. Ah! Ah oui. C'est gratuit en plus. Puis il est gratuit. Et c'est un beau logiciel. C'est un logiciel qui est très puissant. Donc, ici, en tout cas, juste pour finaliser, bien, on voit Messier 45 ou les Pléiades. Hein. Alors, j'ai réussi à faire une photo des Pléiades là, incroyable, là, en faisant ressortir toute la nébulosité autour de ces jeunes étoiles. Là. Bien, il y a 20-30 ans, ces photos-là, c'était dans des magazines spécialisés sur l'astronomie. Ben oui, exactement. Là. C'était pas au niveau de l'amateur comme nous autres. Pas du tout. Et regarde-moi ça, la grande nébuleuse d'Orion. Et regarde-moi ça ici, Andromède, incroyable. On voit
la couleur, OK, dans les bras extérieurs, la couleur bleue. Bien, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on voit les couleurs en plus. Oui, c'est ça. Et puis, il ne faut pas penser qu'au télescope, tu verrais le quart de ce que tu vois là. Tu ne verras même pas le 10e de ça. Pas de couleur non plus. Pas zéro couleur. Non. Tu vois strictement rien au niveau de... C'est vraiment impressionnant. Oui, oui. Bien, de toute façon, ça semble un petit peu compliqué. C'est sûr que là, l'émission précédente, c'était relativement simple au niveau de l'installation, la technique de photographie. Là, dans cette émission-ci, c'est un petit peu plus technique, mais par contre, faire partie d'un club, c'est vraiment conseillé parce que vous avez les ressources nécessaires pour ça. Bien, exactement. Tu as parfaitement raison dans ce que tu dis. C'est qu'il y a certaines personnes qui ont une expertise qui vont pouvoir vous faire profiter justement de leurs expériences. Et je me souviens quand j'étais jeune, tant que je n'ai pas rentré dans un club d'astronomie, je vivotais dans mes connaissances, dans ce que je voulais faire. Et aussitôt que j'ai rentré dans un club, bien, écoute, plein de ressources. Parce qu'on apprend plus rapidement. Exactement. On a des résultats plus rapidement. C'est intéressant. Une question, tu le dis, puis aujourd'hui, avec Internet, tu peux communiquer. On peut changer l'information, c'est ça. C'est ça, c'est facile. Là. Fait que c'est pour ça que si les gens sont intéressés à photographier avec leur cellulaire, ou encore si les gens veulent se lancer, mettons, même dans la photo avec un APN, eh bien, la meilleure chose, comme tu penses, c'est clair. Idéalement, c'est de faire partie d'un club, ou à tout le moins, si, bon, vous pensez ne pas avoir le temps d'être membre d'un club, bien à ce moment-là, ce serait de nous appeler et de nous demander pour vous inscrire à notre prochaine session d'astrophotographie, la formation qui va vous donner toute l'information pour vous décoller là-dedans. Hey, c'est super intéressant, Claude. Je pense que ces deux émissions-là, c'est du côté très pratique sur l'astronomie, l'astrophotographie spécialement. Alors, merci beaucoup pour tous ces conseils et ces techniques de photographie. Alors, vous avez des questions, planétarium-saint-félicien.com. On a notre site Facebook et le numéro de téléphone pour rejoindre Claude. Alors, on se dit à une prochaine.